Bonjour et bienvenue dans votre magazine de l'innovation. Alors les startups primées sont à l'honneur aujourd'hui dans Smart Tech. D'abord, on se rappelle que le nom de 120 startups de l'édition 2021 de la French Tech 120 vient d'être dévoilé. C'est un programme d'accompagnement renforcé par l'État. Alors parmi elles, il y en a certaines qui ont grandi à Station F. Nous verrons comment elles se sont servies de ce tremplin. On en parle donc dans notre séquence Launchpad avec Marouane Elfites dans quelques instants. Et ensuite, notre talk sera consacré aux lauréats du prix FIC 2021 sur la cybersécurité. Nous aurons avec nous en plateau deux des trois startups saluées pour l'innovation qu'elles apportent dans la protection des logiciels et des applications. Et puis nous retrouverons notre rendez-vous Game Business avec un point sur les derniers chiffres communiqués par les fabricants de consoles. Et enfin, nous conclurons par une innovation qui pourrait nous permettre de piloter nos appareils par la pensée. Mais donc tout de suite, place au Launchpad. Alors, on va parler de ces success stories chez les startups avec Marouane Elfites, qui est responsable des programmes startup de Station F. Peut-être resituer d'abord le contexte de l'annonce de ce FT 120, comme on dit, donc Oui. c'est French Tech. French Tech 120 et French Tech 40. C'est la deuxième édition qui a été révélée lundi soir par le secrétaire d'État au numérique, Cédric O. L'ambition, c'est de mettre en avant les 120 scale-up françaises du coup de l'écosystème pour qu'elles soient bien identifiées et pour qu'elles puissent aussi s'exporter à l'international. Et dans ces 120, il y a un Next 40, donc il y en a 40 qui sont particulièrement prometteuses peut-être pour devenir les nouvelles licornes. Oui, en fait, dans les critères de sélection, il y a différentes choses qui sont regardées. Effectivement, les Next 40, qui est un peu l'équivalent du CAC 40, mais pour les startups, il s'agit des 40 plus grosses levées et j'insiste beaucoup sur le et celles qui ont une croissance importante de chiffre d'affaires de 30% par an lors de ces 3 dernières années. Donc c'est une grosse partie. Puis les 80 autres sont des critères soit de levée, soit de chiffre d'affaires. Et ensuite, donc ces startups qui sont sélectionnées dans le FT 120, elles vont être accompagnées par l'État financièrement. Elles vont être accompagnées, elles vont créer ce lien entre l'administration et les startups, avec notamment des correspondants French Tech qui vont les accompagner sur la partie investissement, sur la partie fiscalité, sur la partie export. Il y a aussi pas mal de choses qui ont été dévoilées, notamment en lien avec Euronext, la principale place de marché en Europe, pour les accompagner si elles souhaitent évidemment s'introduire en bourse en Europe. D'accord, donc c'est plus un accompagnement intellectuel que financier. Oui, mais il y a aussi, alors financier de manière indirecte, là sur la partie commerciale, il y a aussi la volonté de pouvoir les intégrer dans des délégations officielles. Souvent, on parle de groupes du CAC 40 qui sont accompagnés par le Premier ministre ou le chef de l'État. Là, les startups pourront aussi participer à certains voyages. Ok, super. Et donc, ce qui nous intéresse, c'est comment elles en sont arrivées là, à cette sélection, quels tremplins les ont aidées à passer ce cap. Et un campus comme Station F en est un, évidemment, puisqu'on voit que certaines font partie, sont des anciens résidents, en fait, sont des anciennes résidentes du campus. Oui, il y a 3 niveaux de liens qu'on peut voir avec Station F. Alors vous savez, Station F, c'est pour l'essentiel, 80% des startups qu'on a sont des startups très jeunes, qui sont entre le pré-seed et le seed. On a quand même eu des grosses startups qui sont aussi passées par Station F d'un point de vue accélération. Alan a été accéléré un peu par Facebook, ABTST par Microsoft, BioSerenity par l'Institut Cerveau de la Moelle épinière. Donc on a eu aussi des grosses startups qui étaient déjà assez avancées, qui sont quand même passées consommer quelques ressources du campus. On a aussi des startups qui ont été rachetées par des startups qu'on voit dans cet indice du French Tech 120, notamment Swivana par Swile, VP, donc vente privée, a aussi acquis 2 startups de Station F, Crafty a été racheté par Talentsoft, etc. Donc ça, c'est super intéressant de voir aussi cet écosystème qui se nourrit de lui-même, on lui reprochait souvent de ne pas être assez liquide. Et puis on a aussi 2 startups qui sont, elles, on peut le dire, nées. En tout cas, elles sont arrivées toutes petites à Station F. Elles sont passées par le programme HEC, qui est un programme historique, qui est avec nous depuis le début, c'est Metadome et Luco. D'accord. Alors on va faire un petit focus sur l'histoire de l'une d'entre elles pour que ce soit plus concret. Alors on va choisir Luco. D'abord, ce programme HEC, c'est quoi? C'est les élèves de l'école qui choisissent les startups ou les idées qu'elles ont envie d'accompagner? Alors pas que. Alors le programme HEC existait avant Station F. Il a beaucoup grossi en arrivant avec nous depuis 2017. Vous allez retrouver des alumni d'HEC donc sur l'un des parcours d'HEC, mais aussi c'est ouvert à tout le monde. Donc si vous faites un cursus en ligne d'HEC, si vous avez ce petit badge, vous pouvez prétendre au programme. D'accord. Et donc, Luco, c'est quoi? Alors, parlez-nous un petit peu de cette idée, de cette start-up. Luco, c'est super intéressant parce qu'il finalement, il coche des cases qui ne sont pas forcément évidentes lorsqu'on pense à l'écosystème start-up aujourd'hui. Alors, Luco, ils sont nés fin 2016 et au départ, ils produisaient uniquement des capteurs connectés pour la protection des foyers. Et aujourd'hui, ils se définissent comme étant une néo-assurance habitation et aussi qui permet de protéger
les foyers. Donc ils sont devenus une assurance habitation en mai 2018. Donc ils sont allés sur un secteur qui est assez particulier. Souvent lorsqu'on pense aux startups et aux générations d'idées, on ne va pas penser à des marchés comme l'assurance qui sont des marchés très régulés. Et aussi au hardware. Donc, ils produisent toujours des capteurs connectés pour protéger les foyers, notamment qu'on peut placer sur les portes d'entrée, sur les capteurs électriques ou de consommation d'eau. Et donc, quand on entend hardware et assurance, souvent, ce sont un peu des red flags pour les investisseurs. On se dit, mais oula, ils vont sur des marchés très compliqués. Et au contraire, c'est ce qui fait toute leur force. Et en plus, donc, elles ont su déjà évoluer dès le départ, je dirais. Ça montre une forte agilité. Quels sont les résultats donc, de Luco ? Ils ont près de 100 000 assurés aujourd'hui, après quelques années d'activité. C'est assez impressionnant. Et ce qui fait leur force, vous allez retrouver dans l'équipe des fondateurs, notamment Raphaël, le fondateur PDG. C'est un entrepreneur en série. Il en est à son 3e essai. Les 2 premiers n'ont pas fonctionné. Il est passé par l'école un peu Rocket Internet, ce startup studio d'origine allemande qui finalement forme pas mal d'entrepreneurs aujourd'hui qu'on retrouve dans différentes entités. Et aujourd'hui, ils ont aussi levé plus de 50 millions d'euros, c'est assez colossal, avec des fonds assez particuliers, des fonds assez sexy, des fonds américains notamment, Accel Partners ou Founders Fund, qui font partie des plus gros fonds de la planète. Notamment Founders Fund, il y a pas mal de partenaires qui viennent de cette fameuse mafia PayPal, Peter Thiel notamment, pour ne pas le citer. Et donc c'est super intéressant de voir des fonds américains qui aujourd'hui regardent la scène européenne, regardent des startups françaises comme Luco et y croient fortement. Alors, au-delà du FT 120, vous, quelles sont les leçons que vous retenez quand vous voyez des startups comme ça quitter votre campus et devenir de grandes startups ? Il y a pas mal de choses qu'on en tire de cet indice qui a été dévoilé lundi. Il y a la première question, ce lien fondamental que doivent avoir les startups avec l'État. Alors nous, depuis 2017, depuis le premier jour, on a la chance d'avoir une super entité qui s'appelle French Tech Central qui va réunir les services publics qui sont installés du coup à Station F et qui vont rencontrer ces startups et faciliter ce lien entre l'administration et les entrepreneurs. Donc le French Tech 120 permet de le faire. Pourquoi c'est important ? Pour faire bouger l'administration ou pour aider les startups ? Pour que l'administration déjà connaisse les problématiques des entrepreneurs. Ce qui est super intéressant à Station F, c'est qu'elles vont vivre au quotidien avec les entrepreneurs. Donc le fait de les côtoyer vous permet de changer pas mal de process sur les visas des étrangers notamment, sur la capacité d'aller aussi s'exporter à l'international. Donc ce sont des démarches très très importantes. Aussi le lien avec la BPI par exemple. Donc ça, c'est une première leçon, et le fait de pouvoir l'exporter à des startups plus avancées montre à quel point c'est clé. Il y a aussi une autre leçon qu'on tire de cet indice, c'est malheureusement, c'est normal, à très court terme, le manque de diversité. Et très peu de femmes représentées dans l'équipe de fondation des entreprises. Par le 7% des startups du French Tech 120 qui comptent au moins une fondatrice dans l'équipe, donc c'est pas assez. Donc il y a beaucoup d'initiatives dans l'écosystème qui, j'espère, vont pouvoir faire changer ce chiffre. On fait beaucoup de choses à Station F. Il y a beaucoup de choses aussi qui sont opérées. Notamment le programme Fighters. Programme Fighters. On a aussi ce qu'on appelle un Female Fellowship Programme où on regroupe les fondatrices pour qu'elles puissent s'entraider et être bien identifiées et se passer des tips parmi les 1000 startups. Il y a des initiatives comme Sista, Diversity Days, Les Déterminés, j'en passe. Donc, ce cumul d'initiatives, on espère pouvoir faire avancer les choses. J'espère aussi. Merci beaucoup, Marouane Elfites, responsable des programmes Startup de Station F, pour nous faire un point comme ça régulier toutes les semaines sur ce monde des jeunes pousses. Alors nous, c'est l'heure de notre tour. On reste dans le domaine des startups, mais là, on va s'intéresser aux lauréates de la cybersécurité. Et je reçois en plateau donc les 2 premiers lauréats récompensés dans le cadre du prix Startup FIC 2021. Alors FIC, c'est le Forum international sur la cybersécurité, et ce prix est organisé conjointement par la Gendarmerie nationale, CEIS qui est co-organisateur du FIC, et avec le soutien de la région Hauts-de-France. Alors on va les découvrir ensemble. En avant-première, figurez-vous. Jérémy Thomas, d'abord, vous êtes cofondateur de Geek Guardian, qui est une start-up créée en 2017 pour automatiser la détection de secrets dans les codes sources des applications afin de prévenir les pertes de données sensibles. Vous nous expliquerez le fonctionnement et vous êtes donc le prix de la start-up FIC 2021. Avec nous également Patrick Ragaru, vous êtes dirigeant et cofondateur d'Acuity, éditeur de solutions français dédié à la gestion des vulnérabilités. Ce sont ces erreurs qu'on trouve dans le développement des logiciels qui sont à l'origine de la majorité des incidents de sécurité dont on entend parler malheureusement quotidiennement. Et vous êtes le prix du jury FIC 2021. Donc félicitations déjà.
Merci. On va avoir avec nous en visio Jean-Baptiste Voron, qui est CTO cybersécurité France d'Atos. Atos, c'est notre pépite française, acteur international majeur de la transformation numérique. Et Atos, c'est le parrain du prix de la start-up FIC. Alors, je précise que nous n'avons pas le 3e lauréat, qui est le coup de cœur du jury, qui revient à Hubble, je le cite, un service de vérification d'identité en ligne. Bon, alors, quant aux membres du jury, donc on a dit qu'il y avait le parrain Atos, mais on trouve aussi comme Cyber, qui est le commandement cyberdéfense, le CESIN, qui est le club des experts de la sécurité de l'information et du numérique. On trouve aussi l'ANSSI, l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, la Gendarmerie nationale, et des responsables, des experts des grandes entreprises françaises. Donc ça fait un jury quand même assez costaud, hein. Est-ce que Jérémy Thomas et Patrick Ragaru, vous étiez inquiet ou confort dans votre position de candidat à ce prix Startup FIC? C'est une grosse concurrence? C'est sûr qu'il y a une grosse concurrence. Je crois qu'il y avait plus d'une cinquantaine de startups qui étaient candidates au prix. Et c'est un jury qui est extrêmement prestigieux. Donc ça valide à la fois la pertinence du problème qu'on adresse, son ampleur et la maturité de notre solution. C'est une super reconnaissance. Et Patrick Ragaru, votre sentiment sur ce prix, désormais que vous êtes lauréat, vous venez de l'apprendre quand même, c'est tout nouveau. C'est une surprise, mais comme l'a dit Jérémy, je pense qu'on est vraiment sensible à l'éclectisme du jury, et puis ça nous conforte dans notre vision et dans notre stratégie. Et puis c'est une surprise parce que je pense que la compétition a été relevée, il y avait des candidats de grande valeur, et on est très fiers de sortir lauréat de ce concours. Et tout l'enjeu, en fait, pour gagner ce prix, c'est d'être innovant. Donc, on va parler de vos solutions pour comprendre comment vous apportez de l'innovation dans la cybersécurité. On a plutôt l'impression que c'est un vieux métier, finalement, la sécurité, détenue par des grands éditeurs de logiciels. Et là, on voit qu'on pousse énormément de start-up parce qu'elles apportent de l'innovation. Alors, on va commencer avec Guide Guardian. Vous, votre solution, je disais, c'est de parer aux fuites... les fuites des clés d'API fréquentes. Alors expliquez-nous, quel est votre mode d'intervention? Donc nous, on s'intéresse à la sécurisation du cycle de développement logiciel, c'est-à-dire en fait à la sécurisation des applications, à la sécurisation du code source. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le développement logiciel, il est au cœur aujourd'hui de la stratégie de nombreuses entreprises. Et ça, dans toutes les industries. Même des industries qui nous paraissent exister principalement dans le monde physique. Je prends l'exemple de l'industrie automobile et Tesla, par exemple, qui développe énormément de logiciels. Et donc, le sujet stratégique pour les dirigeants, c'est de amener le plus rapidement possible leur logiciel sur le marché et de le faire évoluer le plus rapidement possible avec les besoins du marché, de leurs utilisateurs. Et pour ça, même si, d'après vous, c'est un vieux métier, la cybersécurité, mais la façon dont ils développent les logiciels a radicalement changé ces dernières années. Ça, j'ai cru comprendre que sur les logiciels, on avait quand même quelques soucis sur la sécurité. Oui. D'ailleurs, c'est intéressant de noter que vous êtes tous les deux sur le soft, sur des solutions de sécurité qui concernent le soft. Et donc, ces nouvelles façons de développer des logiciels, elles créent de nouveaux types de vulnérabilités, et c'est pour ça qu'il faut innover, et c'est là qu'on entre en jeu. Alors, expliquez-nous comment ça fonctionne. Quel est le caractère innovant de votre solution ? Alors, pour faire très très simple, disons que vous et moi, si on se connecte à un système, on va utiliser un mot de passe. Mais les systèmes, ils communiquent aussi entre eux. Et pour ça, ils utilisent, vous avez parlé de clés d'API ou d'autres identifiants qui ont vocation à être utilisés de façon programmatique. Et Donc ça permet de se connecter rapidement à des applications externes. Ça permet à tous les systèmes de se connecter entre eux. Et le problème, c'est que vu que ces identifiants sont utilisés de façon programmatique, ils vont se retrouver dans le code source. Et ce code source, il est très largement accessible à l'intérieur de l'organisation. Il est très largement distribué, donc il peut être publié, il peut être envoyé à des clients. Il va se retrouver sur plein de stations de travail de développeurs. Il va se retrouver sur plein de serveurs. Et il suffit qu'un seul de ces endroits soit compromis pour que tous les secrets qui sont à l'intérieur du code source soient compromis. Donc, pour prendre une analogie très très simple, de la même façon que vous n'allez pas partager le mot de passe des comptes bancaires de la société sur un Google Drive accessible à l'ensemble des collaborateurs, et vous n'allez pas mettre de secrets dans votre code source. C'est pour ça qu'on détecte les secrets dans le code source. Alors, avant de vous donner la parole pour présenter votre solution, je voulais qu'on interroge Jean-Baptiste Voron, donc de chez Atos, le parrain de ce prix. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour. Donc on a remarqué que ces deux prix sont sur la sécurisation du logiciel. Alors c'est quoi, le jury avait vraiment envie de marquer le coup dans ce domaine ?
Oui, je pense que le logiciel aujourd'hui est une brique essentielle des systèmes d'information globalement. Évidemment, le matériel porte encore une part importante de la sécurité, mais le logiciel devient de plus en plus important par les démarches d'externalisation. On parle beaucoup de move to cloud, on parle de digital workplace. Donc, on a besoin de soutenir cette innovation en cybersécurité par des briques software. Et je pense que c'était essentiel et on le voit de plus en plus. Hein, l'innovation, elle passe aussi par du soft et ça se traduit par les lauréats de ce prix FIC 2021. Et alors, comment vous avez fait votre choix parmi les 52 candidats? Il y en a 11 finalement qui ont passé les fourches codines de la sélection et que vous avez audité? Oui, tout à fait. Donc, c'est un audit qui est partagé avec tous les membres du jury. On note sur un certain nombre de critères. On exprime nos convictions, nos positions. Il faut voir que ce jury, hein, ces membres du jury, ce sont tous des personnes qui sont opérationnelles dans la cybersécurité, qui sont confrontées à des problèmes de sécurité quotidiennement et donc qui jugent par rapport aussi à leur ressenti et par rapport à l'adéquation de ces innovations par rapport à leurs besoins. On n'est pas dans de la cybersécurité paillette. On n'essaye pas de lancer des idées en l'air en espérant qu'elle adresse un problème de sécurité. On est réellement, et les deux solutions qui sont sur le plateau aujourd'hui, adressent des problèmes quotidiens des RSSI. Et je pense que ça a marqué le jury et c'est pour ça qu'on a souhaité les mettre en avant aujourd'hui. Ah, alors Patrick Ragaru, c'est un bon lancement ça. À quel besoin répondez-vous aujourd'hui avec la solution Acuity? Nous, c'est clair, on s'adresse à une plus vieille pratique de la cybersécurité aujourd'hui, qui est d'adresser les racines du mal de la cybersécurité. C'est ces vulnérabilités informatiques dont vous avez parlé, hein, ces erreurs de programmation dans les logiciels qui vont être exploitées par des hackers comme autant de portes d'entrée sur le système d'information. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'aujourd'hui encore, 20 ans après les balbutiements de la cybersécurité, les vulnérabilités sont encore à l'origine de la quasi-totalité des incidents de sécurité dont vous entendez parler quotidiennement, des fuites de données, des failles, vols. hein, dans exactement. On a beaucoup entendu parler de malware cette année. La grande majorité des malwares, des ransomware, ont pour origine l'exploitation d'une vulnérabilité informatique. Et on ne peut pas s'assurer que l'ensemble des logiciels soient bien développés? Ça serait la fin peut-être de notre activité, mais néanmoins aujourd'hui les cycles de développement. Une bonne nouvelle. Tout à fait. Mais les cycles de développement sont tellement rapides, on fait du go-to-market, les systèmes d'information sont de plus en plus complexes, qu'en fait les entreprises se retrouvent confrontées à un volume de vulnérabilité tellement important qui n'est plus humainement possible de toutes les adresser. Et c'est typiquement à cette pratique-là, pour innover dans cette pratique, qu'on a développé la solution Acuity. C'est-à-dire qu'en fait, vous repérez l'ensemble des vulnérabilités et là, vous faites une priorisation sur celles qu'il faut corriger? Tout à fait. On apporte deux choses à la pratique. Déjà, on va automatiser un certain nombre de tâches qui sont aujourd'hui réalisées manuellement avec du gaspillage de ressources d'experts à faire du data crunching, de la bureautique, donc pour permettre que les experts en cybersécurité se focalisent sur leurs tâches à forte valeur ajoutée. Donc on va automatiser la gestion de cette pratique en orchestrant les outils de détection et de correction des vulnérabilités. Et puis on va apporter de l'intelligence à la pratique en analysant la menace pour identifier l'intensité de la menace qui est associée à chaque vulnérabilité. Et ça, comment vous pouvez le déterminer? En parsant, en récupérant de la threat intelligence, comme on dit dans notre jargon, pour identifier qu'une vulnérabilité est associée à une menace particulièrement virulente. Je reprends le cas du ransomware, c'est par exemple de dire, voilà, j'ai une vulnérabilité qui est exploitée par un ransomware, et celui-là, il est particulièrement aujourd'hui virulent dans un contexte bancaire. Donc on va prioriser à la hausse cette vulnérabilité, et donc on va permettre aux équipes qui sont en charge de la remédiation de se focaliser sur la correction de ces vulnérabilités. Et donc de réduire la fenêtre d'exposition pendant laquelle l'entreprise est vulnérable à une cyberattaque. Jean-Baptiste Voron, alors il y avait 71% de nouveaux candidats quand même qui postulaient pour ce prix, obtenir ce prix. Ça veut dire que c'était une édition particulièrement intéressante, tous ces candidats nouveaux. Il se passe encore des choses, c'est pas du tout un marché fermé où tout a été dit et fait. Ah non, loin de là. Pour la cybersécurité, c'est un monde de technologie hyper hétérogène, hyper fragmenté, hein, donc du coup hyper dynamique. Et ce qu'il faut bien voir, c'est que l'innovation est au cœur des activités malveillantes.
On parle beaucoup d'innovation. Aujourd'hui, on parle d'innovation dans la protection et dans la cyberdéfense et dans la cybersécurité, mais il faut voir que de l'autre côté de la barrière, il y a une innovation aussi quotidienne du côté des activités malveillantes qui est due à la multiplicité des acteurs, à leur provenance géographique, aux différents modes d'attaque et aux différentes cibles qui sont concernées. Cette réponse cybersécurité, c'est une réponse collective. Elle nécessite beaucoup d'idées et l'agrégation de beaucoup d'idées. Alors ça passe par les startups qui proposent beaucoup de nouvelles idées, beaucoup de nouveaux concepts. Elle propose de s'attaquer, de considérer à la fois les vulnérabilités, les risques, mais aussi des problèmes beaucoup plus pointus comme la présence de mots de passe dans le code source et dans les dépôts de code source. Donc ça, c'est très important. Les startups, elles sont là aussi pour secouer les grands groupes et secouer les groupes comme Atos et leur dire il faut amener de l'innovation au cœur des grands programmes industriels, au cœur des grands déploiements qu'on peut faire chez nos grands clients. Et donc, c'est très bien que ce marché-là soit très dynamique et on en a besoin de plus en plus et j'espère que les prochaines éditions amèneront encore plus d'innovation et c'est aussi la preuve qu'en France, l'innovation en cybersécurité est là et on n'a pas du tout à rougir aujourd'hui de notre innovation par rapport à l'innovation américaine, israélienne ou d'autres. Oui, parce que je ne l'ai pas précisé, c'est ce prix Startup FIC 2021, ce sont des startups françaises. Tout à fait, ce sont des startups françaises, c'est du savoir-faire français. Et ça, il faut le mettre en avant. Alors, il y a beaucoup de programmes en France. Certes, c'est pas encore comparable avec beaucoup d'autres pays, mais il y a une volonté du gouvernement, mais aussi des grands groupes industriels français, d'amener, de contribuer à l'écosystème innovation cybersécurité français. Alors, ça passe par des grands plans, le grand défi cybersécurité, le cybercampus français. On voit aussi des initiatives comme l'initiative Gaia-X avec OVH Cloud. Là, on est dans une initiative européenne pour amener de la souveraineté dans l'informatique en nuage, donc dans le cloud. Donc, c'est aussi une façon de mettre en avant ces investissements et ce savoir-faire français qu'il faut reconnaître et tout à fait au niveau sur beaucoup de points. Alors, Jérémy Thomas, chez Guide Guardian, vous êtes combien? Quel est l'effectif? Aujourd'hui, on est 35. Ah oui. On recrute beaucoup. D'accord, mais ce n'est pas 35 experts en cybersécurité? On a des développeurs, on a des commerciaux, des gens du marketing, tous les départements sont représentés. Pourquoi je vous pose cette question? Parce qu'on parle sans arrêt de la pénurie de talents dans ce secteur. Ça a été difficile pour vous de trouver avec qui s'entourer pour réussir cette croissance? Alors nous, on fait quelque chose d'extrêmement pointu, donc c'est difficile de trouver des développeurs qui sont bons de façon à analyser les grandes quantités de données qu'on analyse, à développer nos algorithmes. Oui, c'était assez compliqué. Comment vous avez procédé? On utilise pas mal son réseau. Donc moi, je suis diplômé de l'école centrale. Donc on a commencé par recruter à Centrale, à Supélec, dans les grandes écoles d'ingénieurs. Et donc, il faut les payer très cher, ces développeurs? Oui. C'est une des problématiques. On a levé 12 millions de dollars en octobre 2019. Donc on a les moyens de nos ambitions. Ça fait partie des freins, ça, aujourd'hui, pour une start-up qui travaille sur la cybersécurité, de trouver les bons talents? Moi, j'en suis convaincu, Ouais. à la fois pour les startups, mais comme toutes les entreprises dans la cybersécurité aujourd'hui. Après, nous, on a des leviers peut-être un peu différents d'un grand groupe. Une start-up, c'est aussi un projet collectif, donc on a des moyens d'incentiver nos collaborateurs, de les embarquer dans l'equity. Donc il y a aussi des moyens annexes qui peuvent intéresser et attirer des talents. Mais c'est sûr que la cybersécurité, c'est à la fois, en tout cas dans le soft, c'est déjà des compétences de développement, mais aussi en cybersécurité. Et puis parfois des profils particuliers qui ont envie de prendre des risques dans une petite structure alors qu'ils sont demandés par ailleurs dans des environnements plus sécures. Oui, j'imagine. Alors justement, parce que dans la façon dont vous présentiez votre solution, Acuity, vous disiez, c'est l'occasion aussi pour tous ceux qui travaillent sur le développement du logiciel de se concentrer sur des tâches à forte valeur ajoutée. Alors c'est quoi ces tâches à forte valeur ajoutée dans le développement? En tout cas, nous, c'est au cœur de la proposition de valeur d'Acuity, c'est de dire, voilà, il y a une pénurie de talents dans les entreprises, de talents en cybersécurité, et ces gens-là ne font pas toujours de la cybersécurité, ils vont faire de la bureautique, de l'analyse de données, du data crunching. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va essayer de leur donner l'information utile pour qu'ils puissent projeter leur expertise sur là où ils ont de la valeur. Donc que les entreprises puissent utiliser... Donc c'est quoi? Plus de créativité? De la créativité, de l'analyse pointue. Aujourd'hui, la machine, elle ne remplace pas un expert en cybersécurité. C'est de l'analyse profonde, c'est des scénarios d'attaque, c'est beaucoup d'intelligence derrière. De la stratégie.
la stratégie, puis beaucoup de technicité aussi, je pense. Donc c'est des profils rares parce qu'ils doivent se mettre à la place d'un attaquant et tout en étant éthique. C'est des vraies compétences pointues, rares, et donc je pense qu'il ne faut pas les gâcher. Donc je pense que la technologie, elle est aussi là pour les aider, pour qu'ils puissent se recentrer là où ils ont envie de travailler et permettre aux entreprises d'économiser, en tout cas de permettre à ces gens-là de travailler là où ils ont une vraie valeur ajoutée. Alors, Jérémy Thomas, vous parliez de votre levée de fonds. Vous avez donc connu une trajectoire avec une forte croissance, assez impressionnante. On compte qui parmi vos investisseurs ? Alors, on compte la BPI, par exemple, pour le côté français, mais on compte aussi un fonds anglo-saxon qui s'appelle Balderton Capital. D'accord. Et comment vous êtes allé chercher ce fonds étranger ? Alors, c'est plutôt lui qui est venu à nous. Ah, donc on se fait repérer. Oui, on a la chance d'être dans une industrie qui est extrêmement dynamique, où il y a beaucoup d'innovation, comme on le disait tout à l'heure. Et nous, on a aussi des succès commerciaux, principalement aux États-Unis. Donc, il faut savoir qu'on est une start-up française et il est hors de question de renier nos origines. C'est pour ça que je suis avec vous aujourd'hui. Mais on a commencé notre démarchage commercial aux États-Unis depuis la France, avec des commerciaux qui travaillaient parfois en décalage horaire, parfois tard le soir pour atteindre la côte ouest des États-Unis. C'était votre premier marché ? C'est là qu'on a commencé parce qu'en tant qu'éditeur de logiciels, si on veut un jour gagner le marché mondial, les États-Unis sont un passage absolument obligé. Et donc, on n'a pas le temps de commencer par l'Europe et de grandir ensuite. Mais le marché européen gagne en maturité. Et c'est pour ça qu'on est présent au FIC. C'est l'occasion pour nous de nous lancer sur le marché français et européen après les États-Unis. D'accord. Donc, vous, si je vous parle de votre trajectoire, là, demain, votre croissance, vous l'envisagez davantage sur l'Europe parce que les États-Unis, finalement, c'est déjà acquis. Les États-Unis sont un marché absolument gigantesque. Je n'ai pas du tout la prétention de dire qu'il nous est acquis aujourd'hui. Bon, je voulais aussi qu'on parle de chacun votre parcours, d'où vous êtes issu. Qu'est-ce qui a été moteur pour vous dans le lancement de cette aventure entrepreneuriale ? Peut-être démarrer ensemble, Patrick. Ouais, moi je suis bien placé pour en parler parce que je suis pas, comme vous pouvez le constater, je suis un vétéran de l'entrepreneuriat. Pas le jeune start-upper. Non, pas tout. Je suis un peu atypique. Enfin, ça va, hein, je vous rassure. Hein. Mais merci. Non, moi je suis passé, j'en suis à mon 4e projet entrepreneurial d'ailleurs, donc toujours dans la cybersécurité. Mais ce qui m'a donné envie, c'est l'entrepreneuriat. Je pense que c'est clair, c'est d'avoir envie de projeter les innovations que j'imaginais plus rapidement. Avec plus de risques, bien évidemment, mais peut-être avec plus d'agilité que j'aurais pu le faire dans une grosse structure, même si il y a beaucoup d'innovations aussi portées par les grands groupes. Donc c'est l'envie de créer et puis l'envie de grandir rapidement et d'être agile. Et vous avez senti dès le départ qu'il y avait vraiment des marchés à prendre, des places à prendre ? Oui, moi contrairement à Patrick, je ne suis pas un vétéran, mais ce qui m'a conduit à la cybersécurité, c'est la passion pour l'analyse d'une grande quantité de données. Et c'était un terrain de jeu absolument formidable pour moi d'avoir accès à tant de codes sources pour y détecter des vulnérabilités. Et c'est pour ça qu'on a créé la boîte avec mon associé à peu près au moment de la sortie de l'école. Bon, j'espère que ça donnera aussi envie aux femmes de se mettre sur ce secteur, hein, parce que je sais que dans votre équipe, il y en a une. Oui, il y en a un petit peu plus, il y en a quelques-unes. D'accord, oui. Bon, ça commence. Et on en recrute des femmes aussi. Donc... J'imagine. Jean-Baptiste Voron, vous faites une veille, vous pratiquez la veille autour des startups françaises de la cyber. Qu'est-ce que vous voyez émerger comme tendance ? Quel est notre niveau d'expertise ? On se situe comment par rapport aux autres pays ? Alors, cette veille, elle est très complexe, hein, elle est pratiquement infinie, puisque des idées, il en sort tous les jours, en France et dans le monde. Donc, on va se concentrer, nous aussi, on va croiser cette veille avec l'évolution de la menace. Et je pense que cette veille, aujourd'hui, elle se concentre sur quelques secteurs clés, comme la partie, tout ce qui concerne la sécurité du cloud, qui est aujourd'hui critique, la sécurité en ce qui concerne l'intelligence de la menace, donc la détection de nouvelles menaces, de menaces discrètes ou d'autres types de menaces beaucoup plus vicieuses. Donc là, avec l'apport de l'intelligence artificielle typiquement. Et puis, il y a un grand secteur qui est en train de se développer,
qui est l'orchestration et l'automatisation de la détection et de la réponse. L'un des enjeux de la cybersécurité, ça va être la capacité à automatiser la chaîne depuis la détection jusqu'à la réaction pour réduire le temps. Tout à l'heure, on parlait de la réduction du temps pendant lequel l'entreprise est vulnérable. Là, on va réduire le temps entre le moment où on détecte l'attaque et le moment où on réagit à l'attaque. Maintenant, ça fait 5 ans qu'on se concentre beaucoup sur la détection, détecter qu'on est attaqué, savoir qu'on est attaqué. Aujourd'hui, la question, c'est comment on fait pour réagir, ne pas surréagir, mais réagir rapidement. Et quand on dit rapidement, évidemment, on parle d'automatisation. Donc, l'intelligence de la menace, l'automatisation de la détection et de la réponse, et la couverture d'environnements nouveaux qui sont le cloud et les objets connectés, l'IoT. Voilà, je pense que ça, c'est des secteurs qui sont vraiment en veille, ou sur lesquels on est en veille très appuyé. Après, il y a d'autres secteurs beaucoup plus ouverts, comme le big data, l'informatique quantique, où là, on est très attentif à ce qui se passe. On le sait, Atos investit beaucoup sur ces secteurs-là. On est très attentif parce qu'il y a des... on sait que les enjeux dans 3 ans ou 5 ans seront sur ces secteurs-là. Et c'est là où on attend beaucoup les startups françaises. Est-ce qu'elles sont déjà présentes, en fait? C'était un peu ma question. Est-ce qu'on est présent sur ces enjeux importants de la cybersécurité? Bien sûr, les startups françaises sont présentes. On a un savoir-faire de recherche fondamentale qui va nous aider et qui nous aide aujourd'hui à répondre à ces enjeux, ou en tout cas travailler sur ces enjeux. Il y a beaucoup de laboratoires, il y a des associations très fortes entre le secteur privé des startups et des laboratoires de recherche qui existent et qui permettent aujourd'hui de maturer des idées. Nous, Atos, évidemment, on prête attention à ça. Pour certaines de ces startups, on va les incuber dans notre accélérateur de startups pour les aider justement à progresser. Mais la France, encore une fois, de par sa culture d'ingénieur et par sa recherche, est capable et se positionne très clairement sur ces secteurs-là ou sur ces segments-là pour faire face aux menaces futures. Donc oui, tout à fait, la France a son rôle à jouer et aujourd'hui, on a de belles pépites dont on parlera dans les années à venir. Bon, et puis comme on vient d'annoncer les lauréats 2021 de ce prix Startup FIC, eh bien on peut déjà dire que l'appel à candidature est ouvert pour l'année prochaine, puisque c'est un prix qui est décerné tous les ans. Merci beaucoup Jean-Baptiste Voron de Atos, Jean-Marie Thomas pour votre innovation avec Guide Guardian et Patrick Ragaru également pour votre innovation dans la cyber avec Acuity. Juste après la pause, on change de secteur, on part sur le jeu vidéo avec ce marché des consoles qui vient de dévoiler quelques chiffres intéressants. Et nous sommes de retour sur le plateau de Smartech pour notre rendez-vous avec Guillaume Monteux. Guillaume Monteux, président de Gatsby, société spécialiste de l'in-game advertising. Pour notre chronique Game Business. Bonjour Guillaume. Bonjour Delphine. Alors cette semaine, vous allez nous commenter les derniers résultats publiés par les fabricants de consoles. Absolument. Le mois de février, c'est le mois dans lequel les sociétés publient les résultats de l'année d'avant. Sony, Microsoft et Nintendo ne dérogent pas à la règle. Et on a appris très récemment des choses très intéressantes. Alors on va commencer par Sony. Parce que Jim Ryan, le patron de la division gaming de Sony, nous avait dit que tout allait bien, mais au CES 2021, mais nous avait pas donné de chiffres. Le 3 février dernier, Sony publie ses résultats. Le chiffre d'affaires de la division gaming est incroyablement haut, 7 milliards d'euros au dernier trimestre 2020. C'est gigantesque ici, une progression de 40% par rapport à l'année d'avant. Et une marge de 650 millions d'euros. Bon, effectivement, ça laisse songeur. Le PlayStation Plus, qui est le service de Sony, qui permet à tous les abonnés d'avoir des réductions sur les jeux, de pouvoir jouer en ligne, et puis d'avoir quelques jeux gratuits tous les mois, aussi en nette progression, 47 millions d'abonnés dans le monde. Et Sony investit beaucoup dans ce service en proposant des jeux tout à fait pertinents chaque mois, à la fois pour son service PS5 et à la fois pour son service encore PS4. Côté logiciel aussi, des résultats aussi faramineux, impressionnants et très très intéressants. Sony a vendu au dernier trimestre 2020 104 millions de jeux. Alors évidemment c'est énorme, mais ce qui est énorme, c'est la part de ces jeux qui est produit par ses propres studios.
Et là, on voit que sur les 104 millions de jeux vendus, il y en a 18 millions qui sont vendus par les propres studios, soit 1 sur 5. Et là, c'est très intéressant, parce que quand un jeu est produit par son propre studio, c'est souvent des jeux qui sont exclusifs et qui ont la patte Sony. Donc, c'est des jeux qui sont très importants et qui génèrent énormément de marge. Voilà. Alors, évidemment, la pandémie explique aussi les très bons chiffres, explique aussi... C'est sûr qu'on a eu plus le temps de jouer, hein, on a eu le surtout temps au de premier jouer. confinement. Absolument. Explique aussi le fait que Sony a aussi annoncé que 60% de ses ventes de ses jeux étaient faites dorénavant en numérique et plus en physique. Mais on sent quand même un mouvement, on va dire, de fond autour du jeu vidéo. Et ces formidables progressions de chiffres, pour moi, sont plus des révélateurs, si vous voulez, qu'autre chose. C'est-à-dire qu'on sort du marché du gamer pour vraiment aller sur du grand public. Voilà, Tout public. là, on révèle le fait que l'industrie du jeu vidéo est une industrie qui est grand public, qui est une industrie Un divertissement comme un autre. monstrueux et qui compte énormément en chiffres. Alors, un chiffre aussi que Sony a partagé qui est très très intéressant, c'est le chiffre d'affaires du PlayStation Network en 2020. Et là, 13,5 milliards d'euros sur le PlayStation Network. Juste à titre de comparaison, Apple, sur son App Store, fait 72 milliards. Alors, 72 milliards, c'est bien plus que 13 milliards, évidemment. Mais si on rapporte ce chiffre au nombre de consoles et au nombre d'iPhone, Ouais. là, on voit quand même que les joueurs dépensent beaucoup d'argent. Allez, une petite chose intéressante, parce que Sony nous a annoncé le nombre de PlayStation 5 qu'ils ont vendus dans le monde. 4,5 millions de PlayStation 5 vendus dans le monde. Est-ce que vous savez combien il y en a eu qui ont été vendus en France ? Non, aucune idée. 110 000. Vraiment, rien du tout. 3%, si vous voulez, de la production mondiale. Ils ne misent pas énormément sur la France, hein, Sony. Alors, sur les PS4, vous nous aviez dit que Sony gagnait très très peu d'argent. Donc, qu'est-ce qu'il en est sur la PS5 ? Ah ben, sur la PS5, c'est pire, puisque Sony nous a dit, lors de leur conférence du 3 février dernier, qu'ils perdaient de l'argent sur la PS5. Alors certes, il y a des problèmes de production, peut-être des problèmes logistiques, il y a peut-être des problèmes sur certains composants, sur la disponibilité de certains composants. On parle que KMD, effectivement, est défaillant à ce niveau-là. Mais en fait, moi, je suis Sony, je ne vais pas produire et vendre mes consoles tant que je n'ai pas des jeux qui justifient l'achat de ces consoles et sur lesquels je peux faire de la marge. Or, aujourd'hui, des jeux sur PS5 qui justifient l'achat d'une PS5, il n'y en a pas. Donc on va dire, oui, il y a une pénurie. Est-ce que c'est vraiment un problème pour Sony ? Dans la mesure où ils ne gagnent pas d'argent sur les consoles, en fait, pas vraiment. On peut passer à Microsoft ? Microsoft, alors oui, Microsoft, là aussi, chiffre d'affaires du dernier trimestre 2020, incroyablement haut, 6 milliards d'euros. On est très loin d'un Microsoft qui considère le jeu comme une de leurs dernières priorités, puisque le chiffre d'affaires, on va dire, total du gaming en 2020, c'est presque 10% du chiffre total de Microsoft. Côté du nombre de consoles, alors Microsoft n'a jamais été très transparent. D'ailleurs, Phil Spencer, le patron de la division gaming de Microsoft, a dit « Bon, nous, on compte plus les consoles. Depuis 2015, on compte le nombre d'abonnés au Game Pass. » Bon. Alors, c'était un peu facile, puisqu'ils étaient loin derrière la PlayStation en 2015, et donc ils ne voulaient plus avoir un élément de comparaison simple avec Sony. Mais ils ont quand même communiqué sur le fait qu'ils avaient vendu 3,5 millions d'Xbox en 2020. C'est pas mal, comparé à Sony. Et là, on avait 110 000 consoles PS5 vendues en France. Vous savez combien il y en a qui ont été vendues en France, des Xbox ? Allez, je tente la moitié. Alors, vous ne prenez pas trop de risques, parce qu'effectivement, vous savez que Sony est une marque adorée des Français. Et vous avez raison, en fait, c'est que 37 000 consoles Xbox ont été vendues en France. Vous voyez ? Donc, et du côté des jeux vidéo ? Alors, les jeux vidéo... On va terminer avec ça, d'ailleurs. Alors, les jeux vidéo, Microsoft a massivement investi dans l'acquisition de studios de jeux, pour les raisons qu'on a déjà expliquées dans cette émission. Et ça fonctionne très bien. Le Game Pass progresse, 18 millions d'abonnés au Game Pass. Et Satya Nadella, le patron de Microsoft, l'a dit publiquement,
les investissements dans le domaine du jeu vidéo et plus particulièrement dans le domaine du logiciel vont poursuivre. On se souvient l'année dernière que Microsoft était pressenti pour racheter l'éditeur Sega à 4 milliards de dollars et que Microsoft était aussi pressenti pour racheter l'éditeur de jeux Warner, filiale de Time Warner et d'aujourd'hui d'AT&T, ces deux acquisitions n'ayant pu voir le jour. Ouais. Exactement. Merci beaucoup Guillaume Moteux. On n'a pas eu le temps de commenter les chiffres de Nintendo. Mais ils sont dans la même verve. Le nombre de Switch a littéralement explosé. Les jeux, il s'est vendu plus de 20 millions d'Animal Crossing. Oui. L'année dernière, tout va très bien aussi pour Nintendo. Super, merci beaucoup Guillaume Monteux, PDG fondateur de Gatsby. Alors, à suivre une découverte de technologie pour contrôler les appareils électroniques par la pensée. Et demain, le contrôle par la pensée. Bonjour Cécilia. Aujourd'hui, vous allez nous présenter une technologie de connexion neuronale. Oui, alors vous venez de parler de jeux vidéo. Moi, je vous propose de laisser tomber les manettes, de laisser tomber les claviers. Aujourd'hui, on va pouvoir contrôler un ordinateur ou même un objet connecté, et bien grâce à la pensée. Et ça, c'est grâce à une start-up française, figurez-vous. Elle s'appelle NextMind et elle a développé la technologie qui semble la plus avancée aujourd'hui sur le marché, en tout cas parmi les technologies dévoilées au public. Une technologie qui est sans fil, légère et surtout qui est non invasive. Elle permet de décoder des images en temps réel depuis le cortex visuel pour établir des actions simples. Alors justement, de quoi a-t-on besoin pour l'utiliser ? Alors pour ça, il suffit de porter un bandeau. À l'arrière de ce bandeau, en fait, on trouve un électrocardiogramme, un EEG. Il va permettre de mesurer l'activité électrique de notre cerveau. Pour fonctionner, il est doté de 8 électrodes. Ces électrodes, elles sont conçues de manière à passer sous le cheveu pour permettre évidemment le meilleur signal possible puisqu'on n'utilise pas de gel dans ce cas-là. Et d'où provient le signal ? Alors ce signal, il provient de l'activité cérébrale, véritablement de l'utilisateur. La start-up, elle a choisi de se concentrer sur l'attention qu'on allait porter à l'élément et non pas sur le regard qui allait se diriger sur l'élément. Ça, c'est la technique du track eye, exactement, qui est généralement utilisée dans ces cas-là. Et donc, ils ont pris le problème à contre-pied, NextMind. Ils proposent d'enregistrer l'activité cérébrale de l'utilisateur pour comprendre l'objet qu'il désigne grâce à la représentation qu'il va s'en faire. C'est un mécanisme cognitif qui va intervenir quand on choisit d'appuyer sur pause ou sur play, et ici on va pouvoir lire grâce au capteur l'activité cérébrale qui y correspond. Expliquez-nous comment le signal est transformé en commande. Alors grâce au Bluetooth, en fait, quand l'activité cérébrale est enregistrée, elle est transmise au logiciel installé sur l'ordinateur NextMind, et ce sont des algorithmes qui vont analyser, qui vont traduire ce signal. Pour le traduire en temps réel, il faut l'adapter aussi à chaque utilisateur. Donc il y a un calibrage avant chaque utilisation. Dans ce calibrage, on va voir s'afficher des bâtonnets bleus au milieu de bâtonnets blancs, et une fois qu'on aura réussi à se concentrer dessus, ils vont se disposer en triangle, et en fait on va comme ça apprendre, entraîner notre cerveau à focaliser notre attention sur une commande précise. Et qu'est-ce qu'on va pouvoir commander comme ça par la pensée ? Alors pour le moment on est sur des commandes basiques, il faut le dire. On pourra commander un jeu vidéo par exemple, avec des jeux plus complexes par la pensée, les actions seront en plus des manettes et des claviers, il faudra quand même y retourner. On pourra changer de chaîne de télévision, monter le son, changer de chaîne, mettre pause, mettre play. On pourra aussi utiliser des objets connectés et changer, éteindre ou allumer la lumière, changer la couleur de la lumière. Il y a beaucoup d'applications aujourd'hui qui sont possibles. Alors la prochaine étape, bien sûr, c'est de maîtriser encore mieux les actions les plus complexes pour arriver à un total contrôle par la pensée. Et la prochaine étape, c'est quand est-ce qu'on va pouvoir l'essayer, ce dispositif ? En fait, très bientôt, il suffit de commander le kit qui est déjà disponible en vente aujourd'hui pour un peu moins de 400 $ à peu près, qu'on peut commander sur le site. Le produit, il est compatible avec les ordinateurs macOS, Windows. Il est aussi compatible avec les casques de réalité virtuelle comme l'Oculus, le HTC Vive, mais aussi le Holo de Microsoft pour la réalité augmentée. Donc, en fait, en plus de ça, il y a aussi un plugin Unity qui correspond au moteur multiplateforme pour les jeux vidéo. Donc, en fait, voilà, le secteur pour l'instant, c'est le vidéoludique.
évidemment, avec toutes ces applications qu'on va pouvoir y faire dedans. Mais bon, avec un petit peu d'imagination, puisque c'est le sujet, eh bien, on peut imaginer qu'il n'y aura pas de limite d'application. Merci beaucoup, Cécilia Sévry. C'est l'heure du Lab, le rendez-vous où pitch les entreprises du numérique. Merci à tous de nous avoir suivis. J'espère que vous aurez apprécié comme moi ces découvertes de start-up innovantes à la fois dans la cybersécurité et pour ce programme de FT 120. Je vous dis à demain pour de nouvelles découvertes et discussions sur la tech.